Bonjour à tous, je remercie la mairie de Pau, je remercie Caroline Fischer pour l'université de Pau et surtout aussi toute l'équipe qui organise ces idées mènent le monde pour leur organisation parfaite et surtout tous les ans améliorée. Alors aujourd'hui, moi je ne vais pas vous parler dans quoi croire encore, je vais essayer de définir comment on peut croire en commun et de faire un rapport avec notre histoire, nous, Français. Et je vais commencer par citer et parler de Pierre Daninos, qui a écrit en 1955 les carnets du Major Thompson, à la demande de Pierre Brisson, qui était rédacteur en chef du Figaro, en 1953 pour un feuilleton. Et ça a été un immense succès. Le très british William Marmaduke Thompson, marié en seconde noces à une Française, aime à comparer les peuples français et les Britanniques. Il ne peut pas s'en empêcher. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, là où il se régale, c'est d'explorer ce qu'il appelle la jungle française. Ah, il y aura un grand succès en 1954, national et surtout international, et puis il y aura une suite en 1956 avec Le Secret du Major Thompson, et puis en 1968, une année assez particulière, comme vous le savez, il y aura un troisième volet qui s'intitulera Le Major Thompson en 1968. Alors ce livre, que vous connaissez pour certains d'entre vous, raconte les constantes qui ressemblent à la France et aux Français dans leurs pires travers, et leur plus grande qualité, quoique cette estime soit toute relative en fonction de l'auteur. La France, ce n'est pas un scoop, est un pays ingouvernable. Et l'opinion en est très variable. Chez Daninos, ça va du signe d'un peuple en bonne santé, et pour le lecteur, selon qu'il ait une opinion politique de droite, de gauche, enfin peu importe, c'est une versatilité insupportable et improductive sur le long terme, et également aux étrangers. Alors je vous cite les 3 premiers chapitres qui sont assez évocateurs. Le premier, c'est « Qu'est-ce qu'un Français ?» Le deuxième, c'est « Gentil pays de la méfiance ». Et le troisième, je m'arrêterai là, « Le pays de la subdivision ». Alors dans le premier, ça ne marche pas. Là, c'est bon. Dans le premier, il se propose d'ouvrir carrément un Français et de voir ce qu'il y a dedans. Et il nous propose cette coupe d'un Français où alternent les deux extrêmes qu'il constate dans son habitus politique, dans ses habitudes. Alors il y a le chauvinisme qui est contrebalancé, et ça c'est moi qui le dis, par la France sur le cœur. Il y a toutes les sédimentations politiques que nous connaissons, le quaternaire républicain, le tertiaire impérial, le plissement napoléonien, le refoulement de la royauté et le primaire gaulois. Et ensuite, il y a les récompenses, la Légion d'honneur, bien sûr, de Napoléon, mais qui est entourée de 2 récompenses d'Afrique du Nord, de Tunisie et du Maroc, Wissia Malawit et le Nisham Iftikhar. Et ensuite, quand on aborde les questions d'argent, il y a un récépissé de dépôt à la Banque nationale suisse que compense, il me semble, la case d'épargne. Les petites adresses personnelles, une petite idée derrière la tête. Le porte-monnaie en cuir repoussé, souvenir d'Italie, que compensent les 20 francs pour l'armée du salut au restaurant. La gastronomie, la carte des vins, un peu accidentée par la coupe rose du Calvados. Et puis enfin, la carte de l'ami des lois, parce qu'il n'y a pas de sécurité sans police intérieure. Et puis, pour couronner le tout, la photo des enfants. Et enfin, c'est moi qui le souligne, parce que c'est assez souligné sur la coupe, le flambeau de la civilisation. Les Français, bien avant et même pendant la Révolution française, je pense à Isnard, dans un grand discours, le Girondin en novembre 91, parle des Français comme un peuple de l'univers. Et puis, pour couronner le tout, le nerf sceptique, c'est-à-dire celui qui nous fait hésiter pour le meilleur ou pour le pire. Alors, voilà, comme présentation, parce que je pense qu'on ne peut pas parler sérieusement sans humour, donc je me sers de Pierre Daninos, parce que c'était quand même un maître dans ce domaine. Et le livre pourrait se résumer à révéler les 1001 contradictions d'un peuple qui vit au royaume de la subdivision, je le cite, Pierre Daninos, « La France est le seul pays du monde où si vous ajoutez 10 citoyens à 10 autres, vous ne faites pas une addition, mais 20 divisions. » Et l'auteur de nous faire
rire, sourire, rire et éclater de rire, avec des sentences du genre à dire son incapacité à examiner les 100 000 divisions des Français et de se contenter d'étudier, je le cite, « celles qui partagent la France de chaque jour en deux camps, les fonctionnaires qui assurent passer toujours après les autres et d'être traités par-dessous la jambe, les non-fonctionnaires qui prétendent que tout le mal vient des fonctionnaires. » Alors, moi je suis envieux, parce que je n'ai pas l'âge de cet ouvrage, mais il n'a pas pris une ride. Et j'aimerais bien, à son âge, qui ne va pas tarder, j'aimerais bien, à son âge, avoir aussi peu vieilli. En tout cas, le livre n'a absolument pas vieilli. On pourrait le réécrire tous les ans. Et il n'est pas exagéré de constater, encore de nos jours, la prégnance de cet habitus, dont nous aimons à constater d'ailleurs la récurrence. Vos petits rires, vos petits sourires en disent long sur le fait que c'est un phénomène que nous connaissons. Mais les grands essayistes, les grands philosophes, les grands historiens, les grands politistes le connaissent par cœur, ce problème. Je citerai 3 ouvrages que je connais particulièrement, qui évoquent de manière très profonde ce qu'on pourrait appeler le mal français ou le génie français, c'est selon. Le mal français, d'Alain Peyrefitte, en 1976. Plus près de nous, le gros travail de Philippe d'Iribarne en 2006, L'étrangeté française. Et puis l'œuvre considérable de Pierre Rosanvallon sur le peuple introuvable en 98, la démocratie inachevée en 2000, le modèle politique français en 2004. Il écrit, Pierre Rosanvallon, « La culture politique française est une culture de la généralité. Elle renvoie à la volonté de faire que la loi comprenne tous les cas singuliers. » Alors la France, pays le plus gâté du monde, le plus protégé du monde, je vais faire grincer des dents, je vais faire aussi approuver ce que je suis en train de dire. Pays où prospèrent les très riches, alors que les inégalités s'accroissent. Plutôt le pays où l'on croit mordicus que la liberté et l'égalité sont une seule et même mamelle. Parce que nous avons fondé notre démocratie en 1789, je vais en parler, sur un terrain qui ressemblait à s'y méprendre à celui d'aujourd'hui. Une volonté d'en finir avec les inégalités et une force vertigineuse de propositions tout aussi contradictoires les unes que les autres, dans une atmosphère qui plus est humaine, d'égoïsme et d'individualisme marqué. Alors cette conférence tente de répondre à un certain nombre d'interrogations concernant la culture politique des Français. Et alors j'entends par culture politique des Français les valeurs, les opinions courantes, leurs habitudes, et j'ai tendance à dire toujours nous aussi, mes habitudes, nos habitudes routinières en matière de politique, sachant bien sûr qu'une culture politique n'est jamais autonome, surtout à l'heure de la mondialisation. Alors pourquoi les Français, qui ont en commun avec d'autres peuples de vivre en liberté et en démocratie de droit, sont-ils faits ainsi, malgré les brassages successifs de populations venues de tous les horizons et à venir? Pourquoi sommes-nous, ou sont-ils, voyez, je vais alterner, ne m'en veuillez pas, à la fois si fiers de leur histoire républicaine et en même temps si conscients de ces subdivisions qui nous paralysent, les empêchent, dirait la sentence courante, de se réformer? Alain Peyrefitte, en 1976, écrivait « Est-il encore temps ?» à propos des difficultés que nous éprouvons à adopter un comportement démocratique et une organisation rationnelle. Et je rajouterai, car j'y reviendrai, avec ce dont nous manquons le plus, il me semble, la capacité du renoncement, collectif, j'entends. Si ce n'est bien entendu le seul pour lequel nous sommes tous d'accord, le renoncement des riches et des nantis, et des privilégiés, ça va de soi. Alors pourquoi, depuis qu'ils se sont éveillés à une conscience collective de la liberté, les Français sont-ils adeptes d'un véritable sport national, celui de confondre la liberté et la nécessité? Pourquoi, enfin, sommes-nous tous en marche, sans faire de jeu de mots, en manifestation, en contestation de quelque bord politique, idéologique et social que nous soyons, de quelque profession à laquelle nous appartenons? La contestation à la française entraînant systématiquement un accompagnement du gouvernement, toujours forcément insuffisant, et même pire, démagogique et hypocrite. On tourne ainsi en rond. La liberté à laquelle les Français sont si attachés relève de la contestation quasi permanente et structurelle. Cette liberté ne les met pas à l'abri de la maladie, pour reprendre l'expression de Pierre Chaunu dans La Liberté en 1974, c'est-à-dire une perversion profonde de l'esprit qui peut aboutir à une série de faux problèmes, de crises et de drames, et que ne serais-je tenté de la relier à notre schizophrénie légendaire. En d'autres termes, la France, et les exemples pullulent tous les jours dans l'actualité,
On confond sans s'en apercevoir la nécessité biologique, chère à Hannah Arendt, d'agir en fonction d'intérêts aussi nombreux que variés, qu'il y a de groupes et de partis. Ce que Pierre Daninos appelle l'inextricable puzzle des groupes politiques français. Il écrit « Il y a dans chaque Français un anti qui dort et qui réveille le moindre pro. Et la liberté démocratique, civique, grecque, comme l'a défini Hannah Arendt, en tant que pouvoir commencer. Opposé à cette révolution, dit-elle, de la nécessité, nécessité biologique qui engendre la violence, justifie la violence aussi, et ainsi la liberté capitule devant la nécessité. Elle a eu cette phrase, Hannah Arendt, qui peut choquer. Il y a en effet plus de liberté civique dans les pays où la révolution a été vaincue que dans celles où elle l'a emportée. Alors l'actualité récente nous le rappelle tous les jours. Je publie sur les États généraux depuis quelques mois, sur les députés, sur toutes leurs propositions. Et la question qui se pose, c'est comment exercer cette puissance souveraine des Français électeurs lors de rendez-vous réguliers, mais très peu souvent ou pas sur des questions qui peuvent orienter le pays dans une direction sur plusieurs années. L'actualité et en particulier le grand débat, le RIC, nous ramène à cet état d'esprit. On va sur le site du gouvernement et quand on tape RIC, eh bien, on apprend plein de choses, mais on apprend en particulier que c'était au cœur des revendications des Gilets jaunes. Son objectif, faciliter la consultation du peuple sans associer le Parlement en amont, etc. etc. On dit que le RIC s'est imposé au fil des semaines comme des revendications principales des Gilets jaunes. Quant à savoir en quoi consisterait le RIC, alors là, j'y m'y suis risqué. Il n'y a qu'à lire les diverses propositions de multiples spécialistes. C'est un nouveau puzzle qui apparaît et qui pourrait faire l'objet de réflexions douces et amères de Pierre Daninos. Mais c'est plus traditionnellement donc qu'on demeure tous livrés aux décisions d'un pouvoir présidentiel qui plaît aux uns, qui déplaît aux autres en fonction de leurs intérêts et en fonction aussi du risque, mais ça c'est un principe de gouvernement, du risque de manifestation ou de grève. Je ne vais pas m'entraîner trop loin dans des exemples précis aujourd'hui, mais je pense au projet d'Europa City, par exemple, qui vient d'être annulé pour des raisons écologiques et qui satisfait les écologistes et ne satisfait pas, bien entendu, les porteurs du projet. Et il y en a beaucoup d'autres. Le système tourne de la même manière à l'infini. Alors, je propose dans cette intervention en 2 points, après cette longue introduction, d'aborder successivement 2 axes qui posent davantage de questions, parce que je ne prétends rien résoudre et surtout le problème est insoluble, afin d'encourager une réflexion au champ très large, presque anthropologique, de poser un regard sur l'histoire de France du côté du croire en commun et des origines officielles de son avènement. En 2 points. Premier point, 1789, l'alpha et l'oméga d'une conquête, celle de la nécessité et de la saturation des horizons d'attente. Et ensuite, nous terminerons par la Révolution française, une histoire qui n'en finit pas, d'un gâchis à l'Empire du bien, c'est-à-dire je dirais quelques mots sur l'historiographie toute fraîche de la Révolution française en lien avec mon sujet. Alors, à propos de la Révolution de 89, elle ne doit pas être confondue avec la Révolution française, dont on peine depuis toujours à se demander quand elle s'est terminée. Je pense à François Furet, qui nous a beaucoup aidés dans ce sens. Certainement parce qu'elle est sans fin. Alors pourquoi elle est sans fin ? Parce que dès 1789, les événements, qu'on ne remet pas en cause, ont produit comme un miracle une matrice indépassable. Derrière la fin de la société d'ordre, la brutalité et la soudaineté des décisions a largement entamé, et pour longtemps, les capacités des Français à avancer, à découvert, chacun à l'échelle de leurs richesses et de leurs ambitions, en termes de projets communs. L'abolition des privilèges, le 4 août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août, et puis tout de suite après, en septembre 89, l'absence du pouvoir exécutif accordé au seul qui pouvait incarner l'État à l'époque, c'est-à-dire le roi, avec ce fameux veto. Du jour au lendemain, la France s'est retrouvée sans devoir et sans pouvoir, si ce n'est celui de l'Assemblée, celui de l'incantation et de l'hyperparole politique, grande passion française que je vérifie tous les jours lorsque je travaille les discours et les brochures. La parole modérée est devenue inaudible dès la campagne électorale de 1788. Le philosophe et rhétoricien Philippe-Joseph Salazar a cette phrase qui fait écho à mes travaux. La Révolution met en action le désir de créer des réalités politiques par la magie de la parole. Et dans cette théâtralisation de la parole, l'opinion publique ne peut plus se faire entendre, ou plutôt,
Elle sert de caisse de résonance aux idées magiques impulsées par ceux qui se saisissent des moyens de communication. Il dit ça dans un ouvrage passionnant qui s'intitule « L'hyperpolitique, une passion française ». Et on sait que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut impraticable dans son abstraction dès l'été 1789. On n'entend pas les voix dissonantes qui préfèrent surtout ne pas faire de déclaration des droits de l'homme avant une constitution et qui disent, comme Pierre-Victor Malouet, député à l'Assemblée nationale, « Opérons tous ces biens, messieurs, ou commençons au moins à les opérer avant de prononcer d'une manière absolue aux hommes souffrants, aux hommes dépourvus de lumière et de moyens qu'ils sont égaux en droit aux plus puissants et aux plus fortunés. » Et puis, je me permets de donner la parole à Louis XVI, et je ne suis pas monarchiste. Louis XVI, lorsqu'il refuse de signer le décret de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il va le faire parce qu'il est acculé, il n'aura pas le choix, dit « La déclaration contient de bonnes maximes, propres à guider vos travaux, mais des principes susceptibles d'application et même d'interprétation différentes ne peuvent être justement appréciés et n'ont besoin de l'être qu'au moment où leur véritable sens est fixé et les lois auxquelles ils doivent servir de première base. » Comme la place faite aux étrangers, d'ailleurs, qui sera faite pendant la Révolution française et qui sera ensuite verrouillée jusqu'à nos jours. C'est ce qui fait des Français des avant-gardistes et des guides, et qui justifie leur réputation universelle. Alors pourquoi elle est indépassable ? Eh bien parce que des députés comme Mirabeau et bien d'autres, je pense à Sieyès, tribun de l'hyperparole politique de cette année magique, le dit sans ambages à la veille de la prise de la Bastille le 14 juillet. Le 30 juin, il dit « Parce que la nécessité est la souveraine des événements ». Cela n'empêche pas Mirabeau, et les politistes l'ont bien compris, les juristes l'ont bien étudié, Mirabeau de dire en toute lucidité et cynisme que nous sommes une nation de singes au larynx de perroquets. Alors, il rappelle aussi Voltaire dans La princesse de Babylone qui disait « des perroquets qui prêchent à merveille ». Et de participer avec ses suiveurs jusqu'à nos jours à la catharsis du terme de révolution. Quand en 1795, un Premier ministre britannique, alors en guerre contre la France, William Pitt, avait parfaitement cerné. Est-ce là seulement une république de discours dont l'objet politique est de subjuguer tous ceux dehors et dedans qui n'acceptent pas la révolution que par le seul mystère du mot « révolution ». C'est-à-dire qu'en France, la révolution se met à parler pour tous, et donc aussi contre tous. Quelle que soit l'opinion du Français, tout doit être révolution jusqu'à nos jours, et le problème est que cette croyance est consubstantielle à tous les Français. De là les reproches qui sont faits récemment à Emmanuel Macron avec son fameux livre « Révolution » en 2017, livre de campagne. Et alors le flou encore plus important autour du terme de république et de républicain, qu'on ait reproché à un parti politique de prendre le nom de républicain. Ça a un sens profond. La nécessité est souveraine des événements, disait Mirabeau, ne se comprendrait pas sans préciser que les mois qui ont précédé la commotion générale, le roi Louis XVI avait appelé les Français, le 5 juillet 1788, à se constituer, je le cite, en une assemblée, en véritable assemblée nationale, et à s'exprimer dans les cahiers de doléances, sans préciser bien sûr la nature des relations comptables qu'il pourrait avoir avec eux. Bien sûr, il faut le rappeler, ce n'est qu'une consultation. Il les a laissés faire à un point tel que cahiers de doléances et brochures ont été écrits dans une cohue indescriptible. Une cohue, d'une certaine manière, de propositions qui sommeillaient dans notre génie national en ce siècle des Lumières. Un historien qui s'appelle Alain Becchia a écrit un ouvrage assez iconoclaste, enfin on n'aurait peut-être pas pu l'écrire il y a une vingtaine d'années, « Modernité de l'Ancien Régime ». Et ce qui est fantastique, c'est dans l'introduction, il s'excuse presque. Il fait presque sa révérence à la Révolution, en disant, voilà, bon, bien sûr, il y a eu la Révolution, elle était très importante. Parmi les milliers d'exemples qui rappellent à l'historien la grande inventivité des Français, qui leur a donné l'occasion de proposer tout, même l'impossible, je prends un exemple. Je n'ai pas le temps d'en prendre d'autres et ce n'est pas le lieu. C'est celle d'un épicier de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. À la fin du mois d'avril, on se réunit pour les cahiers de doléances, les Parisiens se réunissent un peu plus tard, et qui refait sérieusement tout le calcul du ministre des Finances, Jacques Necker, sur le budget de la France. Et il dit « Vous voyez, messieurs, qu'avec un semblable revenu, versé au moindre frais possible au trésor du roi bienfaisant qui nous rassemble, nous devons espérer d'être déchargés de tous autres impôts quelconques.
C'est un épicier, là un tanneur, là un brasseur, ce n'est qu'un petit exemple. Longtemps confiné au slogan de la Bessieyès, qu'est-ce que le tiers-État, l'histoire de l'année 88-89, préélectorale, a souvent été mal comprise. Elle a été victime de cette toujours déformante vision de l'histoire par l'avenir, cette téléologie que débusque François Furet. Elle a été le début d'une longue conquête de l'égalité, avant même celle de la liberté. Et elle a définitivement perdu l'espoir d'y voir autre chose que d'intenses débats idéologiques sur la place que chacun devait tenir dans la société. Et les contemporains ne s'y sont pas trompés, de quelque bord qu'ils soient, surtout ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais des gens qui réfléchissent et qui s'opposent à partir d'un certain moment, en effet, mais même plus tard, dans la littérature, les mémoires, les brochures. Je pense à Madame de Ménerville, qui est une émigrée, qui écrit dans son journal d'émigration, dans cette atmosphère de morale fiévreuse de 89, l'égoïsme ne s'était jamais plus montré à découvert, mais le bien public, la liberté, la vertu, étaient dans toutes les bouches. Et Balzac, au détour d'un roman qui s'appelle L'Histoire des 13, et de Ferragus, écrit cette phrase discrète mais si courante. « Aujourd'hui, plus que jamais, règne le fanatisme de l'individualité. Plus nos lois tendront à une impossible égalité, plus nous nous en écarterons par les mœurs. » On sait que les sujets du roi de France ont été appelés à rédiger des cahiers de doléances, comme la plupart des communes de France. Tout le monde est quasi unanime pour confondre les ordres éventuellement, et parfois tous ordres confondus, avec l'exigence de liberté, de constitution, un peu moins bien sûr du partage de la souveraineté avec le peuple. Mais on sait moins que les sujets du roi de France, appelés à voter, ignorent probablement à peu près tout de l'idéologie des Lumières. Mais ils en ont entendu le langage, au moins dans la version courante parlée par les différents intermédiaires culturels, je pense aux avocats. D'instinct, ils l'adoptent, non par adhésion aux valeurs, mais parce qu'ils savent qu'en usant de ce langage savant, agréable aux oreilles des élites patriotes, ils ont une chance de se faire entendre et d'imposer leur conception de la société et du monde qui part un peu dans tous les sens. Et je pense aux travaux de Philippe Gratteau sur une relecture des cahiers intellectuels, culturels, des cahiers de doléances qui est extraordinaire sur ce plan. Mais sait-on que la tâche des députés, donc, qui convergent vers Versailles en ce début de mai 89, n'est pas simple, voire impossible, chargés de restaurer la concorde et la tranquillité publique par le consensus et l'unanimité. Ils sont porteurs de cahiers de synthèse qui, selon les situations, portent la divergence des points de vue et des visions du monde, ou des renoncements, surtout nécessairement frustrants. Il faut les lire, ces textes, dans leur plus grande largeur pour comprendre qu'ils varient d'un point extrême à l'autre et qu'ils ne garantissent rien d'autre qu'une immense liberté d'expression dont nous pouvons être extrêmement fiers, telle qu'aucun peuple n'en a jamais connu de manière aussi massive. C'est notre conquête, mais c'est aussi notre faillite en cette année 89. Dès le mois d'avril, alors que la crise économique est douloureuse pour les pauvres, les revendications de ce qu'on appelle déjà le quart-État se multiplient. On crie « mort aux riches » autant que « mort aux aristocrates » dans le faubourg Saint-Antoine, à Paris et ailleurs. Avant même que Louis XVI perde sa souveraineté le 17 juin, jour décisif où les députés du tiers, aidés par quelques curés, proclament l'Assemblée nationale, les revendications des porteurs de la parole publique ont déjà crevé le plafond de verre de la seule liberté constitutionnelle. Et lorsque le 14 juillet, dans un immense malentendu, la forteresse de la Bastille tombe, presque vide de ses prisonniers, à cause d'un gouverneur trop zélé, c'est le peuple qui s'invite à un banquet pour lequel il n'avait jamais été invité, même aux élections à l'époque, à plusieurs degrés. Tout est réuni en France. Dans un immense délire qu'on appelle patriotique, le terme est utilisé à l'époque dans un sens, il est utilisé aujourd'hui par les politologues ou les historiens ou les philosophes, on va le voir, pour ravir les cœurs et décevoir les attentes. L'aristocratie et le clergé subissent les foudres de tous, mais ils sont de très loin les arbres qui cachent la forêt. Ce n'est pas tant la violence qui choque dans ce jeu, quelques têtes au bout des piques, mais dans ce jeu à grande échelle, elle aussi bien faible au début, c'est la manière avec laquelle l'exclusion de l'autre a été indexée au bonheur collectif. Pour les uns, celui de la liberté, pour la majorité déjà lisante, déjà agissante, déjà sans culotte, parce que nous avons été marqués par une citoyenneté sans culotte qu'il ne faut pas négliger pour plus tard,
Personne, d'ailleurs, n'échappe au sommet du pouvoir dès 1789 à l'opprobre général. Les Français y inaugurent là un sport national qui consiste à détester leurs leaders. Tour à tour, Lafayette, Bailly et bien d'autres deviennent les nantis d'une société qui doit, selon l'expression de Marat, prendre la cognée à la racine. Et ici, avec Marat, on a, dès le 18 septembre, un discours capital. Il faut faire connaître au peuple ses droits et l'engager à les revendiquer. Il faut lui mettre les armes à la main, se saisir dans tout le royaume des petits tyrans qui le tiennent opprimé, renverser l'édifice monstrueux de notre gouvernement, déjà le banquier Necker, en établir un nouveau sur une base équitable. Marat propose autre chose que les conquêtes libérales à l'anglaise, qu'il dénonçait déjà en 1775 dans les chaînes de l'esclavage. Et l'ennemi, c'est non seulement l'aristocrate, il a bon dos dans tous les discours, l'aristocrate, la calotte, le curé, ça va sans dire. D'ailleurs, il ne faut pas s'interdire de l'écrire, puisque de toute façon, ce sont les premiers ennemis. Mais surtout le bourgeois, qui derrière les suffrages oppresse le peuple par la puissance de l'argent et de la corruption. Que ces mots résonnent encore. Toutes les autres révolutions qui ont suivi et qui ont renforcé le mythe de la liberté et de l'égalité se sont déroulées sur ce modèle. La Révolution de 1830, un vieux Lafayette qui propose à Louis-Philippe d'Orléans Ier la couronne pour être roi des Français après que le sang ait coulé sur les barricades. Et beaucoup plus tard, en 1862, Victor Hugo nous écrira Les Misérables. Le pouvoir de la littérature en France est extraordinaire. Mais entre-temps, on aura construit la colonne de Juillet. On aura mis 10 ans pour la construire et pour l'inaugurer. Et d'une certaine manière, les damnés de la terre qu'on y met ne sont pas ceux qui sont au gouvernement. En 1848, également, une république d'avocats qui récrime au bout de 3 mois les mouvements ouvriers. Que dire de 1871 ? Une commune de Paris qui subit le plus grand massacre que l'Europe occidentale ait connu au XIXe siècle par les futures élites éclairées de notre Troisième République. Les Adolphe Thiers, alors oui, on n'en parle pas trop souvent de lui, parce qu'on l'a un peu... Mais Jules Ferry, en passant par le général MacMahon. François Furet a cette phrase glaciale. Les constituants de 89 sont arrivés au port par un grand massacre. Alors toutes ces révolutions françaises, sans parler de l'étrange mai 68, ont façonné les Français dans leur manière d'avancer, de se célébrer aussi, parce que toutes nos chères têtes blondes, on leur parle de ça. Et il est évident que ça ne peut pas retranscrire la manière dont ces révolutions se sont produites. Les martyrs en sont souvent les dindons de la farce, qui n'a pas fait avancer notre peuple plus vite que les autres, mais en escalier, avec toujours les mêmes devants. La postérité s'est ensuite toujours chargée de faire pénitence, là pour les morts de 1830 enterrés sous la colonne de Juillet, ici ceux plus gravement exterminés de la Commune de Paris, en faisant croire que l'ennemi était encore menaçant. Là le royaliste, ici le clérical, le bonapartiste, alors qu'il n'était que la force lente et progressiste d'un républicanisme protéiforme, mais au discours toujours drapé, se gargarisant de mots comme laïcité, liberté, démocratie, mais aussi les mots des communards, liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est certainement notre génie national, mais qui fonctionne comme un creuset de raison, de nécessité contre un ennemi toujours désigné et qui arrange tout le monde. On célèbre de nos jours ces révolutions comme l'émanation du génie progressiste français, soit, ce qui est généalogiquement vrai, mais qui laisse derrière elles des dettes lourdes de subdivision organique. Et c'est ce qui fit dire au début du XXe siècle à Georges Clemenceau dans le journal La Justice, le sentiment dominant des républicains au pouvoir et la peur des idées qui les y ont portés. Alors, dans un deuxième temps, je vais basculer dans la question, d'une certaine manière, récente, historiographique, de l'enseignement de cette révolution. La France se noie donc dans son premier bain démocratique, toujours renouvelé depuis 89, et qui remonte même plus loin, parce que ce qu'on ignore souvent, c'est qu'avant 89, en France, tout le monde contestait. La contestation venait de tous les côtés, de tous les ordres, de toutes les catégories sociales, avec un mot d'ordre, le despotisme ministériel. Nul ne remet en cause 89 aujourd'hui, comme l'historiographie contre-révolutionnaire ou royaliste. Mais quand on scrute le déroulement des événements, on se rend compte à quel point les ennemis du peuple, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, étaient de bien faibles remparts contre ce qui est en train de s'épanouir inexorablement, à savoir l'espérance des élites issues du tiers-État d'établir une liberté économique et un embryon de parlementarisme à l'anglaise. L'Angleterre, justement. Depuis 1688, elle avait fondé
Un système de monarchie parlementaire où les élections avaient déjà habitué les sujets supérieurs à choisir entre deux partis, parti Whig, parti Tory, parfois même interchangeables. Le système était corrompu. Et les Anglais en rient dès le XVIIIe siècle, puisque la liberté de la presse est importante. Ils n'en avaient pas moins forgé l'idée que la démocratie était un jeu aussi cruel pour le perdant que lorsqu'il y avait une monarchie absolue. Et l'élargissement électoral au XVIIIe siècle chez les Anglais est un combat prometteur. Ça prend le nom du parti de ce qu'on appelle les radicaux. Pensons qu'ils ont eu aussi des militants radicaux dans leur sillage dès le milieu du XVIIe siècle. Écoutons ce que dit le niveleur Lawrence Clarkston en 1647 aux parlementaires qui s'emparent, non pas du pouvoir, mais qui veulent être convoqués et qui vont finir par décapiter Charles Ier. Qui sont les oppresseurs, sinon la noblesse grande et petite ? Et qui sont les opprimés, sinon le petit propriétaire, le fermier, l'artisan et le travailleur ? Alors réfléchissez, n'avez-vous pas choisi des oppresseurs pour vous libérer de l'oppression ? Et il termine, pour dire le vrai, votre esclavage, c'est leur liberté. Votre pauvreté, c'est leur prospérité. Par la guerre, ils s'enrichissent, la paix et leur pauvreté. C'est un discours qu'on pourrait donner entre quelques mains. Il servirait encore aujourd'hui. Mais il n'en fallait pas moins un vainqueur qui mènerait la politique du pays. La liberté ne fut pas en Angleterre constitutive de l'unité et de l'indivisibilité, mais plutôt de la pensée contradictoire soluble dans le vote. Le journaliste, ici John Wilkes, qui s'insurge en 1760 contre un pouvoir absolu du roi George III trop important et qui deviendra parlementaire, pour lui, la contestation perpétuelle au sens parlementaire s'étend et s'entend de manière indispensable à la défense de la liberté. Elle fait partie du jeu et la morale n'a rien à voir là-dedans. Je le cite, « La nation la plus libre n'est jamais assez sûre de sa liberté. La liberté est une place forte toujours assiégée. Il faut être debout sur les remparts, et non pas les barricades, même alors que le feu s'est tu. » Alors que pour les Français, avant comme après 89, la liberté ne suppose pas qu'on soit en permanence en état de guerre. Seul l'accord donne aux mobiles de l'ordre public une force clémente et facile. Une fois l'obéissance trouvée, l'obéissance devance la loi. C'est ce qui fait le lien entre la monarchie absolue et l'idée de république une et indivisible, dont nous sommes si fiers, en tant que devise, mais dont nous nous éloignons quotidiennement par la pratique de notre culture politique. La politique, chez un Français, doit être morale, idéologiquement parlant. La preuve en est, c'est que l'historiographie très récente, après 1989, mais je n'ai pas le temps de parler du reste, mais ce n'est pas essentiel, jusqu'à aujourd'hui, est une désespérante réactivation de cette politisation stérile, mais d'un nouveau genre, après l'idéologie. Et cette politisation, pour reprendre l'expression de Philippe Meuret dans « L'Empire du bien », confine à l'anéantissement de l'histoire sous ces réactualisations forcées. Alors, tandis que les travaux minutieux s'attachent à nous faire connaître les moindres plis de sa robe, c'est-à-dire l'historien au travail, la Révolution ne cesse d'être brandie par les historiens, très sérieux et compétents, de manière complètement écartelée. Soit la Révolution est un immense gâchis, soit elle est un laboratoire d'un génie français encore prometteur pour les années à venir, et surtout outil, il me semble, d'une sorte de bien-pensance confortable, d'une gauche d'ailleurs très, très élargie. Alors un exemple, puisque je suis historien de l'Ancien Régime, un peu de la droite, mais je pense que c'est absolument pas de la droite, c'est le dernier ouvrage de Claude Quetel, qui est un historien très important qui a travaillé sur la Bastille, et je vous conseille de lire ses ouvrages à propos de la Bastille. Il vient de sortir un ouvrage au printemps 2019 qui s'intitule « Crois ou meurs ». Histoire incorrecte de la Révolution française. « Crois ou meurs » sort de cette réflexion de 1789 de Jacques Mallet-Dupan, un Genevois, qui écrit « Crois ou meurs, voilà l'anathème que prononcent les esprits ardents. Ils le prononcent au nom de la liberté, mais sans l'appui des lois. Où existerait cette liberté ?» Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il insinue que 89 n'est qu'un malentendu, une pantalonnade farcie de mythes trompeurs, d'élan unificateur factice, la Bastille, les droits de l'homme, la fête de la Fédération, etc. Tout y passe.
Fondamentalement, il n'a pas tort, parce que c'est un historien qui travaille avec des sources, mais qui, bien entendu, a une opinion, et qui la vend, et la vend comme un gâchis. Épistémologiquement, ça n'a pas trop de sens, et pédagogiquement, on s'y perd, on patauge. Mais de l'autre côté, des travaux d'éminents spécialistes, je pense à Pierre Cernat, ou je pense à Sophie Vanish, tissent constamment le fil d'une histoire qu'ils pensent transgressive et continuatrice de la Révolution française. Pierre Cernat, par exemple, dans un article du Monde en 2017, veut nous prouver que les conventionnels de 1794 ont défini les premiers que l'esclavage était un crime contre l'humanité, et de titrer et de proclamer que la loi Taubira n'avait fait aucun anachronisme. Plus près de nous, Pierre Cernat vient de sortir, c'est tout chaud, un livre acrobate intitulé « L'extrême centre ». Je pense que Pierre Daninos au ciel en sourit déjà. Ou « Le poison français », pour mieux dénoncer notre actuel président de la République, encore de quoi l'inspirer, et de réécrire l'histoire pour construire un meilleur avenir. La Révolution française a été confisquée par les élites dirigeantes aux dépens du peuple, et on peut facilement y reconnaître les amalgames avec l'actualité. Mais plus à gauche, l'historienne Sophie Vanish, non contente d'appeler, au travers de ses travaux également, à voter France Insoumise aux dernières élections présidentielles, produit ouvrages et tribunes dans Mediapart et ailleurs pour nous expliquer comment la virtualité révolutionnaire demeure enthousiasmante. Alors l'historien que je suis demeure confondu par ce mélange des genres, et à tout prendre, il vaut mieux sans doute, pour être engagé, lire le dernier opus d'Edoui Plenel, La victoire des vaincus, tout un programme, pour véritablement en être solidaire, de manière engagée, et c'est respectable. Sauf qu'à le lire, le sens que l'on donne à notre histoire dans ce livre est tout aussi erroné, mais Edoui Plenel est pardonné, il s'engage, il est militant, il est journaliste aussi, c'est un homme libre, et il a son combat. Cette historiographie contemporaine de la Révolution, donc, ne permet pas de comprendre la Révolution. Elle est fidèle au conflit qui, de nos jours, oppose l'histoire savante, qui est extrêmement riche, qui multiplie ses moyens, et la nouvelle histoire idéologique après la chute du mur qui condamne, je cite Christophe Prochasson, au nom de la science historique elle-même. On a quand même été inventé en 2005 un comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Voilà. Alors, on n'assume plus notre histoire au vrai, du mythe gaulois créé par les Républicains jusqu'à celui de Jeanne d'Arc déchirée entre l'Église et les Républicains. Alors je conclurai sur une culture politique des Français, un génie sans lampe. Oui, on trouve comme ça un jeu de mots, puis ensuite, il est bon ou il n'est pas bon. C'est à moi d'essayer de le rendre bon. Au total, la Révolution, la culture politique des Français, c'est encore les étrangers qui en parlent le mieux. Ou même les premiers, qui ont souligné l'immense malentendu précipité, je ne le remets pas en cause, mais il est précipité, très vite accusé de trahison de la cause, qu'ils soient d'ailleurs les conservateurs acharnés dès le mois d'août, les aristocrates, les noirs, ceux qui s'accrochent dans tous les manuels aux privilèges, ils s'accrochent. Et puis tous les autres, c'est-à-dire la majorité, les plus modérés, qui ont eu le malheur d'y réfléchir à deux fois. Le marquis de Luchet écrit dans son journal de la ville en octobre 1789, au moment où les femmes des Halles de Paris viennent précipiter la Révolution en récupérant le roi, la reine et le dauphin pour le ramener à Paris, sous l'œil apeuré des députés. Le marquis de Luchet, qui écrit d'ailleurs ensuite la galerie des États généraux, c'est le premier à tailler un costard aux députés, d'une certaine manière, il écrit « Dans les grandes révolutions, il y a un certain nombre d'hommes qui cherchent à en tirer parti et veulent que la patrie paie sur le champ ce qu'ils ont fait pour elle. De là les projets, les coalitions. Ceux qui ont été veulent être encore. Ceux qui ont obtenu veulent conserver. Ceux qui n'ont rien en veulent avoir leur tour. De là, je termine la citation, une fermentation presque générale. » Alors, c'est ça que je lis constamment dans les brochures. Je lis les textes des révolutionnaires, je lis Camille Desmoulins, je lis Mirabeau, mais je lis aussi nombre de textes qu'on ne m'a jamais mis sous les yeux lorsque j'étais élève, étudiant.
Pour boucler la boucle et pour finir sur cet habitus français indécollable, je pense à ceux qui s'expatrient, comme Manuel Valls aujourd'hui, ancien Premier ministre, admirateur de Georges Clemenceau, que j'ai cité tout à l'heure, et qui, sur les ondes et dans les journaux, vous le savez, se répand en bon observateur des mœurs françaises, complexes et surtout inopérantes, dont je viens de parler. C'était il y a quelques semaines, tel un réfugié ou une ancienne victime du système qui tourne à vide. À la question que lui posait Jean-Jacques Bourdin le 18 octobre sur RMC, à savoir ce qu'il pensait de notre actualité, il commença sa réponse, c'est ça qui m'a intéressé, le reste. J'ai du mal à entrer dans le débat français. J'ai l'impression que je pourrais fermer les yeux et revenir plus tard, ce serait toujours la même chose. Alors, c'est assez amusant parce que, en fait, c'est un premier exilé politique qui a eu un rôle important, peut-être qu'il y en aura d'autres un jour dans plusieurs pays, mais c'est extraordinaire, et je pense qu'on le remarque tous dans notre quotidien, comment les étrangers parlent de la France. Ils adorent la France, mais souvent, d'ailleurs, c'est une sorte pour nous de refuge lucide. Mais une fois qu'on entre en France, finalement, on devient français, et on continue à parler de la même manière, à réagir de la même manière. Mais l'historien que je suis a donc un rôle capital. Si l'on veut ne serait-ce que pouvoir se regarder dans la glace, faute de tous se coucher sur un divan, voire s'exiler, pour mieux s'y retrouver. Si l'on veut aussi sortir de l'impasse pédagogique qui, de nos jours encore, quand on veut faire voter les Français, ce n'est pas pour l'amour du principe démocratique, où le perdant s'efface, mais plutôt pour promouvoir une idée acquise, un combat contre une injustice, bref, une évidence, que seule, souvent, la minorité ou la majorité ou la personne qui vous parle partage, parce qu'elle parle plus fort, comme moi en ce moment, qui parle haut et qu'elle s'engage. La privatisation des aéroports, en tant qu'historien et citoyen, me paraît être un exemple contemporain parfait. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à voter pour ou contre, on pense à voter contre parce que l'initiative vient de là. Et on tourne à nouveau en rond. C'est ce qu'on peut appeler le délire, dont nous sommes tous les champions. Phénomène structurant de notre vie politique et qui, en termes psychanalytiques, se traduit par reconnaître, je cite à nouveau Salazar, « ce qui manque devient ce qui est, et qu'on y croit ». Et il rajoute, mais ce n'est pas un délire délirant, ce serait trop simple, mais structurant. Le délire est chez nous un principe organisationnel. De ce principe est né un état de nécessité, je pense à Jean Valjean, qui devient le droit dans un État, et c'est un état de guerre civile. C'est dans cet entrelac délicat que se situe notre culture politique, pour le meilleur, parce que cet état de nécessité, je cite Jean Valjean, est celui qui nous a rendu le pays le plus protégé du monde, et pour le pire, lorsqu'on affronte les défis collectifs d'une grande ampleur. Et que penser de ce défi mondial où notre culture politique, je pense, souffrira? C'est le défi climatique, qui doit nous conduire au renoncement collectif dont nous sommes si peu les adeptes, quoique nous soyons très souvent aptes en cas de danger. Alors adieu Pierre Daninos, pour qui l'invocation des principes imprescriptibles de 89 et des droits de l'homme n'était pas qu'un simple jeu de mots, mais qui a su faire par le rire ce que l'historien doit révéler, et décrypter par les sources une éternelle sarabande française qui n'est pas prête de s'arrêter. Pierre Daninos écrit « On pourrait penser alors que ces gens aspirent à la dictature. Erreur. Qu'un homme à poigne se signale à l'horizon, qu'il parle de réformer les institutions, nous sommes en 53, parlementaires, de mettre de l'ordre, de faire régner la discipline, et pour un satisfait, voilà 1000 mécontents. On crie au scélérat, on stigmatise la trahison, on veut égorger la République. Ils ne passeront pas. Qu'on en appelle à 89, et ce chiffre dont riait son témoin qui s'appelle M. Taupin, le rend maintenant grave. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Pierre Daninos dit l'inverse dans son livre. Alors, en définitive, et pour ouvrir le débat, en lien avec la Révolution française, elle s'est épanouie dans un rare espace de liberté qui ressemble à s'y méprendre au nôtre de nos jours que partagent beaucoup de pays, où tout est interprété politiquement, et où, si l'on a une interprétation autre que contestataire, il est impossible de prendre la parole. Du coup, on ne la prend plus. L'hyperpolitique s'épanouit encore davantage dans un monde ouvert comme le nôtre, incapable désormais de connaître des phases stables où un gouvernement, quel qu'il soit, travaille sur un projet
engagés dans les urnes. Là où on continue à respecter dans les grandes lignes le résultat des urnes, la France poursuit son chemin dans la rue, de manière pavlovienne. La manifestation est consubstantielle à l'expression de notre démocratie, je ne vous l'apprends pas, et crie haro sur tous les gouvernements et tous les présidents. Les présidents eux-mêmes et les politiques suivent le courant, en se répétant de manière aussi pavlovienne, comme notre bon François Hollande, qui, je ne l'ai pas mis, donc on reste sur Pierre Daninos, on va le voir, qui après un quinquennat, je ne voulais pas peut-être lui faire de la publicité, je ne sais pas, mais je ne lui en veux pas, hein, qui après un quinquennat d'expérience vient de sortir, vous le savez, répondre à la crise démocratique. Alors, il pimente son analyse par un autre habitus contemporain qui est l'arrivée du populisme, nouvel ennemi. Je le cite, 4e de couverture, hein, c'est réglé. Garder la stabilité que confère la Ve République sans rester dans l'immobilisme. Notre pays a besoin d'autorité, mais aussi de responsabilité, de clarté, d'équilibre, de respect et d'engagement. Tel est le sens de mes propositions. Alors nous sommes, je pense, arrivés non pas au bout d'un système, hein, mais à son paroxysme, toujours réactualisé, parce que la contestation est un droit inaliénable et que lorsqu'il se conjugue à la française, il devient en fait le seul moment du croire en commun, festif, solidaire, et toujours capable de montrer au gouvernement qu'il fait fausse route. Parce que la manifestation met en action le désir de créer des réalités politiques par la magie de l'action de la rue. Et le gouvernement, faute de mieux, court derrière, y souscrit ce qui est en soi un gage de paix civile, je le reconnais, mais aussi qui interroge. L'insatisfaction est donc reine. Et c'est en cela que 89 demeure un héritage intact et qu'il fait l'admiration autant que le rejet de Français, mais également d'étrangers. Alors, je vais finir quand même sur une note d'optimisme, parce que sur cette question-là, on est soit pessimiste, soit optimiste. Une note d'humour et d'optimisme avec Pierre Daninos, que je vais citer une dernière fois, dans son dernier chapitre quand même, qui s'intitule « Il fallait l'inventer, mais il le savait bien avant moi, le pays des miracles ». Le miracle est avec la vigne, l'une des principales cultures de la France. Positiviste, rationaliste ou voltairien, les Français croient dur comme fer au miracle. À l'instant où l'ennemi est aux portes de Paris, comme au moment où il ne reste plus qu'une minute à jouer contre l'Angleterre à Colombes, ils s'en remettent à la Providence qui, on doit le dire, les a souvent gâtés. Je vous remercie. Il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis tout seul, donc c'est moi qui propose d'éventuelles questions. Merci bien pour votre exposé. Oui, j'ai remarqué que vous disiez pour les étrangers, dès qu'ils rentrent, je dirais, sur le territoire français ou dans la sphère française, ils se mettent à penser français. Oui, j'ai dit, là, c'est moi qui l'ai dit, mais de manière tout à fait... Oui, mais est-ce que ça veut dire que la pensée française ne peut pas être modifiée par un apport extérieur, par un apport étranger? Oui, alors j'ai tenu à préciser que... Est-ce qu'elle est intemporelle, finalement? D'accord. Moi, je suis historien pur et dur, mais comme beaucoup d'historiens et ceux qui font des sciences humaines, eh bien, on travaille beaucoup en anthropologie en particulier, mais je ne suis pas politiste non plus. Quand je dis cela, c'est un peu le citoyen qui parle, d'accord ? C'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense que vous pouvez tous, autant que vous êtes ici, me dire que quand vous parlez avec un étranger, ou un Français qui s'est expatrié, ou un étranger, qu'on se retrouve un peu dans cet habitus-là et dans ces contradictions. Pour répondre à votre question, est-ce que notre pensée, c'est pas notre pensée française, c'est d'une certaine manière la manière dont nous sommes libres. La manière dont nous sommes libres,
elle pose pas trop de problèmes. La manière dont nous sommes égaux, elle l'est. C'est ça. L'apport extérieur est intéressant, mais vous savez, je sais pas, dans les diverses conversations courantes, quand vous dites « Ah, en Allemagne », on dit « Non, ne me parle pas de l'Allemagne. Ah, en Suède, ne me parle pas de la Suède. » Les Américains « Ah, ne me parle pas de... » Alors, surtout eux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même un habitus dans l'impossibilité de dire qu'il pourrait y avoir une poussière d'influence que nous pourrions traduire, nous, avec nos problèmes organiques, et peut-être transformer. Mais je ne veux pas, dans cette intervention, je n'en aurai absolument pas la prétention, sauf en tant que citoyen, prétendre avoir des solutions. Dans ce type de réflexion, ce qui m'interroge, c'est que souvent, j'ai remarqué que les Français qui viennent de l'étranger arrivent ici un peu comme s'ils revenaient au cirque. C'est en fait, parce que ce qui viennent d'Australie ou d'ailleurs, le système de protection sociale n'a aucun équivalent dans le monde, par exemple. Donc forcément, comment ces gens qui s'installent à l'étranger, quand ils viennent en France souvent, ils sont toujours un peu interloqués. C'est pour ça que j'ai cité Manuel Valls. Un matin, j'écoutais la radio, vous voyez, tout gentiment. Cette phrase est venue toute seule. Et il a dit ça. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que ça rejoint ce que nous connaissons très souvent. Voilà. Et nous sommes vus souvent à l'étranger comme des gens, un peuple dans sa globalité, assez violent. Assez violent. Et aussi, et c'est l'opinion de Pierre Daninos qui est très optimiste, je pense à Éric Barne aussi, quand il finit son travail, il est assez optimiste. Donc la question n'est pas là, optimiste, pessimiste. Pierre Daninos dit que c'est un signe de vitalité, un peu comme quand on parle d'un enfant hyperactif, par exemple, je sais pas. C'est un signe de vitalité. Bon, on peut dire aussi l'inverse. Mais je ne pense pas, ce n'est pas une question de pensée. Je pense que c'est presque d'ordre... C'est pour ça que je parlais de psychanalyse. Mais voilà, mais encore une fois, moi je suis historien, je travaille sur l'Ancien Régime, l'année 89, l'année 88-89. Les similitudes sont extraordinaires. D'ailleurs, les questions, souvent des gens... reviennent le grand débat, le référendum, et donc forcément les parallèles sont évidents. Mais sans donner de leçons à quiconque, surtout pas aux Français, puisque j'en suis un. À propos d'influence, quelle a été l'influence de la Révolution américaine sur la Révolution française? Alors, c'est très paradoxal. Quand vous étudiez l'année 88-89, les Américains sont très attentifs. Ils sont très attentifs à ce qui se passe. En même temps, ils donnent des conseils à ceux qu'ils côtoient tous les jours. Je pense à Lafayette. Et leur conseil, c'est que ça va trop vite. Et... notamment Maurice, qui nous a donné un journal, qui est un des Américains qui compte à l'époque comme un ambassadeur, demande à Lafayette, est-ce que vous ne pouvez pas maintenir la noblesse à un stade honorifique, ne pas trop casser les choses, parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc la Révolution française, enfin c'est très compliqué, parce que les tribuns de 89 ont en tête surtout la déclaration des droits de l'homme qu'ils préparent. Ils ont en tête la Constitution américaine qui vient d'être promulguée en 87. Et je me souviens, je peux vous citer une phrase d'une lettre de Lafayette à Washington, qui date de 1788. Il lui écrit, au moment où les parlements s'insurgent et où la France prend feu, mais les parlements, pas du tout la révolution telle qu'elle va se produire dans quelques mois avec les États généraux, il dit « La France veut rester esclave, le peuple est mou. Le peuple est mou, jamais il se soulèvera pour sa liberté. » Quand on pense à la suite, Lafayette se plaignant d'avoir un peuple esclave, alors qu'il va en être victime. Alors, premier point, l'historien ne doit pas faire ça, ne doit pas faire un tel anachronisme. Là où je fais une analyse, c'est qu'en fait, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de politique quand on fait de l'histoire, c'est pour ça, c'est que comment interpréter ce que dit Lafayette à Washington ? Lafayette rêve d'une assemblée. Il rêve
d'un roi qui appellerait les élites, comme d'ailleurs il tente de le faire dans les assemblées provinciales, à co-gouverner le pays, à partager la souveraineté, à œuvrer pour les lois. Et quand il prononce le terme de peuple français, c'est des esclaves, ils ne vont pas se bouger, etc., c'est parce que il faudrait s'attaquer à la sémantique du terme de peuple. Le terme de peuple, beaucoup d'historiens l'ont étudié, il varie de semaine en semaine. Et le mot de peuple, les révolutionnaires de 89 l'ont en permanence. Le peuple, le peuple, le peuple. Et ça va continuer. Et ils sont emportés. Donc l'influence américaine, elle est importante dans l'état d'esprit courant dans les années 80, bien sûr, mais pas et certainement un peu l'influence républicaine. Mais même les Américains qui sont une république estiment qu'ils ont une piètre opinion des Mirabeau, en particulier, de tous ces leaders, qui sont déjà corrompus pour eux et qui vont trop vite. Les Anglais ne vont pas tarder non plus à suivre. Le modèle philosophique des Américains, c'est Montesquieu. Pas pour les députés du tiers-État de 89. En plus, c'est un parlementaire, Montesquieu. Donc la question d'équilibre du pouvoir. Donc le français fait tout et tout très vite. Et ça, bon, tous les ouvrages d'histoire vous le diront. Après, c'est une question de regard. Il faut poser un regard. Et ne pas avoir peur, je pense, de lire ceux qui ont porté la contradiction. Vous voyez ? Et pendant très longtemps, si je lis ceux qui apportent la contradiction, je me retrouve dans le camp aristocratique ou royaliste. Il ne faut pas le nier. Nous sommes déjà en guerre. Il y a une guerre qui est... Voilà. Peut-être une autre question, mais Juste une question. Bonjour. Vous avez fait allusion rapidement au mot populisme, qui est très très à la mode actuellement dans les discours et dans les médias. Un dictionnaire d'ailleurs. Comment vous-même, est-ce que vous pensez qu'il est mal employé et quelle définition, enfin, comment faudrait-il entendre ce mot populisme par rapport à toute votre... tout ce que vous avez dit. Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre de cette conférence, dans le cadre de ces grands pas que j'ai fait dans cette conférence, qui n'ont pas une prétention à être bien sûr le canevas d'une longue démonstration, mais à laquelle je tiens. Quand je dis populisme, c'est d'une certaine manière, c'est souvent s'attacher à un terme qui va permettre facilement à l'homme politique, c'est même pas que c'est conscient, c'est inconsciemment de pouvoir, surtout aujourd'hui, se réserver la possibilité d'être dans le camp de gens libres, qui ne sont pas violents, qui ne veulent pas la guerre civile et qui veulent que les choses se transforment dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire que quand je dis populisme, c'est l'ennemi d'aujourd'hui. Mais un ennemi qui vient des urnes. Et donc, l'historien, il est toujours confronté à ce qu'il lit dans ses sources pour une époque reculée qui est généalogiquement, j'espère vous l'avoir montré, assez fort. Il est toujours coincé parce qu'il ne fait pas d'amalgame qui vont permettre d'analyser le populisme d'aujourd'hui. Il va faire un amalgame qui consiste à dire, d'une certaine manière, le populisme menace la Révolution française, ou menace ce que nous nous sommes promis. Voilà. Moi, je constate une chose, c'est que, par exemple, beaucoup de leaders de la droite dite extrême, qui quand même fait 25%, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à dire que l'extrême droite n'existe plus, ou c'est une autre droite, enfin bon, je m'y perds un peu, mais ce sont souvent des gens, les jeunes, qui font appel à De Gaulle, qui font appel au gaullisme. De Gaulle, d'ailleurs, dont on ne parle plus guère, qui perd en référence. Vous voyez ? Donc je le dis de cette manière-là, à la fois légère, et en même temps parce que je pense que c'est un peu l'ennemi, le curseur se déplace. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en tant que citoyen, je ne vais pas réagir par rapport à un leader charismatique qui appelle à voter pour des actes violents dans un pays, etc. Je vais avoir mon jugement aussi.
Mais forcément, dans le discours... Enfin, je sais pas, vous avez entendu comme moi la 4e couverture de François Hollande. Voilà, elle est confondante. Elle est confondante pour moi. Je tourne le livre, elle est confondante. Je la traduis comme ça. Et il a tout à fait le droit d'écrire un livre après un quinquennat. Une question que je me pose depuis longtemps, si on met en perspective la situation politique de la France aujourd'hui, le micro peut-être, je ne sais pas où il est, il circule. C'est un monsieur qui l'avait en fait. Je me trompe peut-être, hein. J'ai l'impression que dans les pays qui n'ont pas connu la révolution violente ou des révolutions assez violentes, plutôt des pays du Nord, scandinaves, la démocratie s'est constituée petit à petit par des conquêtes et un parlementarisme qui avançait petit à petit, les petits pas, et qu'aujourd'hui, ces pays-là ont une démocratie beaucoup plus aboutie, beaucoup plus, on va dire, tranquille, respectueuse, que des pays, que des démocraties qui se sont construits à la suite de révolutions violentes comme la France. Oui. Alors on pourrait parler des pays scandinaves par rapport à la France, aussi peut-être de l'Angleterre. Alors c'est vrai que Cromwell, tout ça, bon, c'était un peu violent, mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Mais ensuite, il y a eu le parlementarisme. J'ai vraiment l'impression que cette révolution française et les deux autres qui ont suivi, 1830, 48 et puis aussi la Commune, il y a eu beaucoup de violence, mais ça a donné lieu aujourd'hui à une démocratie qui finalement n'est pas parfaite par rapport à des pays où la démocratie, encore une fois, s'est construite progressivement et elle est plus aboutie. Alors, je prends la Suède, la Norvège, le Danemark. Je me trompe peut-être, mais non, mais vous trompez pas, vous ressentez. On le voit en Europe aujourd'hui. Vous ne trompez pas, vous ressentez. Pour moi, il n'y a pas de démocratie parfaite. La question n'est pas là. La question, j'ai essayé de le montrer, c'est pour ça que je parle de l'Angleterre. C'est-à-dire que, en fait, la question qu'il faut se poser, je pense que d'abord, surtout, il faut lire, il faut apprendre. Ensuite, moi, il n'y a pas de solution. Quand vous dites parfaite, les autres sont plus calmes. Abouti, je préfère dire abouti. Abouti. Mais alors moi, je pourrais dire moins éruptive, voilà. Oui, mais je pense que c'est comme à titre au niveau de l'individu. C'est pour ça que je parlais de psychologie. Nous sommes un peuple qui sommes constitués comme ça. Donc c'est pour ça que je dis à moins de se mettre sur un divan. La question du divan, la question de s'exiler, la question de se voir de l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis que c'est sans solution. C'est sans solution. Vous savez, c'est quand on cherche une solution qu'on ne la trouve pas. Surtout dans le domaine qui est si imparfait que la démocratie. C'est pour ça que j'ai tenu à distinguer dans le titre le croire en commun et 89. Et à l'origine, c'était, il me semble que j'avais lu sur le site de la mairie, parce qu'on travaillait là-dessus, c'était François Bayrou, le maire de Pau, qui avait dit comment est-ce possible, on ne peut plus croire en commun. Ça avait fait bingo. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a son opinion de cela. Vous ressentez, moi je ressens. Mais vous n'avez pas tort, c'est exactement ça. Mais ce n'est pas aussi linéaire. Et c'est surtout, je pense, un engagement, un encouragement, pas un engagement, un encouragement à lire, un engagement à se comprendre. Et que peut-être ce qui nous a posé problème, nous Français, c'est que nous sommes toujours solidaires de nos morts des révolutions. Moi, quand je fais une conférence sur la Commune de Paris, parce que j'ai écrit un livre sur la Commune de Paris, j'en fais beaucoup, les gens réagissent comme ça ou comme ça. D'accord ? Moi, je suis là, j'expose. C'est tout ce que je fais. Et je pense que si les historiens faisaient ce travail, surtout dans le domaine de la Révolution française, on se comprendrait mieux. Mais on se heurterait peut-être à des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, j'ai plein de gens qui me refont la Révolution sans connaître la Révolution. Et bon, voilà. Vous savez, moi, ben oui. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a été nourris quand même à un biberon. Voilà. Donc, voilà. Ce que vous dites, c'est du ressenti que nous avons tous. Donc, vous ne vous trompez pas. La question n'est pas de savoir vous avez raison ou vous avez tort. Vous ressentez quelque chose. Et la question de ressentir,
Je pense que c'est là où on met le doigt dessus. Et quand on dit que les politiques sont des incompétents, pour moi, ça n'a pas de sens. François Hollande, la question n'est pas là. Mais je vais toujours avoir une petite voix qui va me dire « Ah, François Hollande ». Hein, vous voyez? Donc, quand on dit aujourd'hui, on s'en amuse, qu'à côté d'Emmanuel Macron, Sarkozy, c'est un homme de gauche. Pour moi, ça fait sens. Voilà, je l'absorbe. Je l'absorbe. C'est-à-dire que je comprends ce type de phrase. Voilà. Mais j'ai vécu, comme vous, les années 2007. Alors la différence, c'est qu'en tant qu'historien, je le savais déjà. Vous voyez? La question, elle est là. Voilà. Après, c'est entre nos mains. Je pense que j'ai passé le temps. Mais... Oui, il faut reprendre le micro, là, du coup. Alors, c'est dans mon dernier livre de Versailles à Versailles, où je termine l'année 89 par une sorte de « Que sont-ils devenus ?» Et je dis « Que s'est-il passé ensuite ?» Parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est de finir l'année 89 et ne pas aller au-delà, parce que c'était dans un tome 2. Ben, je cite le frère de Napoléon Bonaparte au moment du coup d'État de Brumaire. Il fait un discours, Lucien Bonaparte. Il faut le lire, ce discours. Il est d'un cynisme. Enfin, apparemment, il est d'un cynisme. Quand on ne connaît pas l'histoire, il est très cynique. Mais il est d'une réalité confondante. Grosso modo, il dit, nous sommes le 9 novembre 1799, il faut que la Révolution prenne une robe virile. Et elle a commencé dans la salle du jeu de paume. Fini la récréation. C'est ça qu'il dit. Et donc, beaucoup de ses contemporains à Napoléon, beaucoup d'intellectuels, Benjamin Constant, etc., lui reprochent l'absence de liberté. Donc l'historien ne peut être que confondu quand il lit Talleyrand dire au début du XIXe siècle « la presse est le tocsin des révolutions ». Mais c'est ceux qui le dénoncent qui savent... Ils le dénoncent parce qu'ils l'ont fait. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de sarabande. J'ai parlé de c'est sans fin, c'est un cycle sans fin. Mais nous avons construit. Ah non, mais ça, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas renoncer à 89. La question, elle n'est pas là. Il ne faut pas remettre en cause les événements. Pendant très longtemps, les contre-révolutionnaires ou les historiens royalistes ou réactionnaires, hein, on va dire, disaient la révolution, alors peut-être est un immense gâchis, comme dit Kettel, je trouve que c'est un mot malheureux, mais ils disaient tout allait bien. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous lisez Pierre Gaxotte, Action française. Ah merde. Ça. Voilà. Tout allait bien, le mur était fissuré, etc.